Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être fidèles au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. Comme vous le savez, le Congo-Brazzaville est déjà dans la fièvre des élections présidentielles de mars 2021. Sous fond de crise économique et financière sans égale, il traîne avec lui une lourde dette insoutenable, mais en plus vient de perdre son droit de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà dans quel contexte les Congolais sont invités à aller se prononcer pour l'homme qui prendra les destinées de la République du Congo dans les 5 ans à venir, mais surtout celui qui viendra trouver des solutions à cette situation un peu plus chaotique. Parmi les candidats qui s'étaient prononcés pour cette course présidentielle, il y en a qui se sont désistés. C'est le cas, bien entendu, de Dieudonné Roger Nzaba, qui est notre invité aujourd'hui de Droit de savoir. Bonjour, monsieur Nzaba. Bonjour, monsieur Perrin. Je suis très content et très ravi d'être dans votre émission. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Monsieur Nzaba, vous êtes chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans la politique? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans la politique exactement? Le Congo-Brazzaville, notre pays, c'est un pays qui avait subi une mutation politique en 1991. Après que nous avons eu la conférence nationale souveraine, il y a eu des élections en 92 et un président a été élu démocratiquement. Ce président, oui, choisi par les Congolais pour la toute première fois, il n'était pas un président imposé, mais un président élu démocratiquement. D'ailleurs, le président actuel avait participé à cette élection. Il était sorti 3e après Bernard Kolela. Les Congolais avaient eu cet espoir, pensant que le pays pouvait décoller. Malheureusement, en 93, le Congo a vécu une guerre civile et en 97, il y en a encore eu. Monsieur Sassou Nguesso est revenu par les armes au Congo-Brazzaville, comme vous le connaissez. Après, le système politique n'avait plus de généraux. Le système politique avait juste un leader, un tyran qui s'était imposé face à la population en se proclamant vainqueur d'une guerre et pourtant une guerre qui n'était pas nécessaire. La politique était devenue comme un jeu où le seul maître était le président de la République. Moi, avec certains amis, parmi eux M. Paul-Marie Pouelé, paix à son âme, nous nous sommes dit qu'il était important que nous puissions nous imposer politiquement parce que malheureusement, on nous mettait au fond de notre propre pays, au fond du couloir de notre propre pays. Donc, en 2010, j'avais créé le Parti du peuple congolais, en sigle PPC en Afrique du Sud. Donc, il fallait fusionner. Donc, je suis parti en France, parler avec certains compatriotes. Je suis parti aux États-Unis, parler avec certains compatriotes. Je suis parti au Sénégal, parler avec certains compatriotes. Et lorsque je vous fais ce petit rappel, c'est pour vous dire que les Congolais s'étaient dispersés après la guerre de 97. Donc, ils se sont dispersés en Afrique, d'autres aux Amériques, d'autres en Europe. Donc, il fallait faire un effort de mettre tout le monde ensemble et essayer de vendre cette vision d'un groupement, oui, d'un grand groupement qui fera hommage à ce pouvoir unique que nous avons au Congo. Et c'est comme ça que le PPC est né. Et le PPC, après l'Assemblée constitutive à l'hôtel de ville de Brazzaville en 2012, avait choisi M. Roger Nzaba, que je suis, comme le président de ce parti. Et par les urnes, M. Paul-Marie Pouelé a été choisi comme vice-président de ce parti. Et comme lorsque nous avions commencé, il était important que nous puissions nous définir. Le PPC avait juste une seule définition, restaurer la démocratie complètement au Congo-Brazzaville. Il fallait mettre en place des méthodes, il fallait mettre en place certaines techniques qui nous permettront à restaurer la démocratie. Parmi ces techniques, il était important que nous puissions nous mettre ensemble, tous acteurs politiques. Et nous avons fait ce que nous avons fait. Le souci, oui, c'était que le peuple est en train de souffrir. On a vu la vision, on a vu l'orientation. On s'est dit, bon voilà, on se connaît dans un mur. Donc, fallait quelqu'un de nouveau. Fallait une nouvelle personne. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, pour moi, je peux pas dire c'était un don ou un appel. Pour moi, c'était peut-être une nécessité, un besoin
de jouer mon rôle patriotique. Ce qui vous a amené finalement en septembre dernier, toujours dans le cadre bien sûr de la politique, d'annoncer votre intention de candidature à l'élection présidentielle de mars prochain, 2021. Et curieusement, à quelques mois, sinon 3 mois de cette élection, vous avez renoncé à votre intention de candidature. Que s'est-il passé exactement? Monsieur Perrin, je suis content que c'est vous qui me posez cette question. Je vous connais. Lorsque nous avons mis en place le MRD, le but était que les Congolais, les acteurs politiques ou les politiques congolais se mettent ensemble pour essayer de trouver une solution convenable, adéquate, pour que le pays puisse s'installer normalement dans le processus démocratique. À l'époque, j'avais chargé le vice-président de mon parti, personnel, M. Paul Marie-Kweli, d'assurer la coordination. Et vous connaissez, au pays, le MRD s'appelait le FOCAD. Et vous savez, à l'époque, le combat était toujours le même, comme dans le PC, comme au PPC. Restaurer la démocratie et faire ombrage, essayer un peu de stopper ce que nous avions vu comme un danger pour la démocratie. Je parle de la modification de la Constitution. Pour nous, on s'est dit que le président de la République venait avec ce but de modifier cette Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Et comme il voulait se pérenniser au pouvoir, tous les acteurs politiques, ça veut dire les politiques actifs du Congo-Brazzaville, se sont dit, bon voilà, il est impératif que nous puissions faire barrage à ce passage. Et je vous ai vu, vous étiez un des acteurs actifs. Je voyais. Et tout le monde s'est mis dans ce voyage. Un voyage très difficile. Tout ce qui était comme orientation, négociation, à la fin, nous avons compris que ça avait échoué. On s'est mis à côté parce qu'on s'est dit, bon voilà, la population meurt. Vous savez vous-même ce qui s'est passé le 14. D'ailleurs, vous avez reporté le 14, le 13, le 14, le 15, le 16 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Les Congolais ont été massacrés. Les Congolais ont été tués par une police qui supposait protéger la population, mais c'est cette police qui a abusé la population. Et à la fin, bon, la Constitution a été modifiée. Moi, je me suis dit qu'avec la nouvelle Constitution, le pays avance. Mais nos idées en tant que politiques n'avancent pas. Le point final était d'adhérer. J'ai adhéré le processus. Je me suis dit, même si nous sommes opposés à cette Constitution, cette nouvelle Constitution, mais il serait quand même, important que nous puissions toujours continuer à participer dans le processus d'installation de la démocratie au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je me suis dit, le PPC aura un candidat à cette élection. Mais le PPC venait à cette élection parce que le PPC croyait que ce processus sera un processus limpide, que ce processus n'aura pas les effets passés que nous connaissions avec les mêmes procédés. On s'est dit, cette fois-ci, nous irons à Madingu. Certaines propositions que nous avions faites seront acceptées. Malheureusement, comme d'habitude, ils veulent montrer à la communauté internationale qu'ils veulent changer les choses ou qu'ils veulent débattre avec l'opposition. Mais à la fin, c'est un petit jeu de billes. Là où le maître, c'est celui qui connaît où se trouve le trou. Et on était là, comme d'habitude, berné comme d'habitude. Et je me suis dit qu'avec un état pareil, je ne pouvais pas avancer parce que nous connaissons déjà le vainqueur. Le vainqueur, c'est Sassou Nguesso à cette élection, donc je ne peux pas avancer. Lorsque vous dites vainqueur, vous faites allusion à quoi exactement? Quelqu'un qui gagne l'élection proprement ou bien Je peux vous dire ici, M. Perrin, oui. En mars 2021, lorsqu'il y aura les élections au Congo-Brazzaville, entre vous et moi, nous connaissons le gagnant. Cette connaît, n'est pas impartiale. Le découpage électoral n'est pas aussi parfait. Nous avons des votants non congolais. Nous avons des votants qui n'existent pas. Nous avons des votants morts. Et on se pose la question de savoir depuis quand que le nord du Congo est plus peuplé que le sud du Congo. Monsieur Nzaba, vous dites les votants non congolais, c'est-à-dire vous avez des éléments d'appréciation là-dessus, c'est-à-dire des étrangers congolais Et évidemment, vous vous souvenez bien de l'élection de 2002. Il y a eu nos frères, nos compatriotes et notre rive de la RDC qui possédaient nos cartes d'électeurs. Vous connaissez que parfois, lorsqu'il y a une élection au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui traversent pour venir voter chez nous. Ils ont leur carte d'électeur et ils vont voter tous dans l'arrondissement de Wenze. Comme quoi, ils ont aussi les cartes d'identité, c'est ça, les passeports. Mais la carte d'identité du Congo-Brazzaville, je partais à Montréal en passant par Dubaï. En face de moi, il y avait un compatriote qui avait mon passeport. Il ne parlait ni lingala, il ne parlait ni le français, il ne parlait ni le Munkutuba.
mais elle avait le passeport congolais avec un visa canadien dans le passeport, il partait à Montréal. Et on se pose la question de savoir, est-ce que nos administrations fonctionnent? Est-ce que chez nous, il y a un contrôle? Est-ce que chez nous, on connaît même la vraie démographie de ce pays? Lorsque vous dites, vous avez voulu participer à la consolidation, s'il faut dire comme ça, de la démocratie, j'ai bien envie de vous poser la question. Finalement, vous avez cru que Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est venu porter un coup d'arrêt au processus démocratique lancé dans les années 90, pouvait être à même de restaurer cette démocratie qu'il a arrêtée. Vous savez, parfois, il faut essayer un peu de donner cet espoir. Vous savez, il est important parfois, je parle bien qu'il est impératif parfois, d'essayer de croire, même si la personne a toujours été un menteur. Pour moi, je me suis dit, bon voilà, avec certaines promesses qui se faisaient siffler dans l'air, que nous irons à Madingu, on va décider sur la nouvelle Conel, que nous irons à Madingu, on va décider sur la nouvelle gouvernance électorale, que nous irons à Madingu, on va parler comment nous pouvons nous entendre entre opposition et gouvernement. Et pour moi, c'était un espoir. Pour moi, je me suis dit, bon voilà, ce processus, cette fois-ci, je crois que ça pourrait démarrer. Mais comme le président de la République, c'était un menteur, donc j'ai dit c'était un menteur parce que il y a toujours un hiatus entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nous sommes arrivés à Madingu, vous connaissez, je dis moi, je n'étais pas là physiquement, mais on était là. Et nous connaissons ce qui a eu lieu. L'opposition est sortie avec un fruit pourri, comme toujours. Alors je me suis dit, dans cette mesure, je ne peux pas me permettre d'aller à une élection, malgré tout ce que je ferai comme effort, je peux pas aller à une élection pour la perdre. Bizarrement, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, vous aurez dû croire, puisque vous avez cette foi, je sais que vous êtes aussi chrétien, vous avez toujours la foi. Pourquoi n'avez-vous pas avancé jusqu'à... Non, pas avec ce président. Pas avec ce président. Ils ont mis en place un système qui pense que ça doit se pérenniser. Mais lorsque je regarde un peu ce système, pourquoi chercher à pérenniser un système qui ne prend pas soin de son peuple? Pourquoi chercher à pérenniser un système qui détruit sa patrie? Pourquoi chercher à pérenniser un système au lieu de créer des patriotes, mais un système qui crée des cupides? Pourquoi chercher à pérenniser un système au lieu que ce système puisse nous amener à l'évolution? Ce système nous fait reculer. Pourquoi créer un système qui fait mal aux Congolais? Mais vous pouvez vous rendre compte que la majorité des grands cadres de notre pays se trouvent à l'étranger. Ces personnes sont parfois à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, qui ne font absolument rien. Et ces personnes pouvaient bénéficier à leur pays. Pourquoi chercher à mettre ce système en place si nous savons que le pays n'avance pas? Monsieur Perrin, entre vous et moi, je vous dis que le Congo n'avance pas. Et avec ce système, basé sur le clanisme, basé sur le népotisme, basé sur l'ethnocentrisme, qui accepte la concussion, la prévarication, le mensonge, je vous dis, mon frère, nous irons nulle part. Donc, je peux pas avoir foi lorsqu'en face de moi, j'ai un menteur qui ne sait pas mentir. Vous connaissez Monsieur Perrin, le menteur croit que celui qui l'entend ou celui qui l'écoute ne réfléchit pas. Donc, il fait un petit mensonge, il faut encore le couvrir avec un mensonge moyen. Et après, il faut encore le couvrir avec un gros mensonge. C'est ça, Monsieur Sassou. Monsieur Sassou ne veut jamais quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il a modifié la Constitution. Lorsque l'article qui disait qu'il ne pouvait pas encore se présenter ressemblait à une amie, le président de la République nous a poussé dans la modification. Parce qu'il veut se pérenniser au pouvoir. Monsieur Perrin, je peux vous dire que vous et moi, nous sommes ici dans 20 ans. Si ce monsieur est encore au pouvoir, le Congo ne changera pas. Un jour, le pays va se ressembler à une nation qui n'a jamais connu l'évolution. Vous avez dit, vous avez cité mensonge, corruption, concussion, destruction. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments là-dessus pour être un peu plus précis? Mais monsieur Perrin, lorsque nous allons au tribunal, ce sont les faits. C'est pas le verbe, c'est les faits. Fait contre fait. Où sont passés les 14 000 milliards des fonds de génération future? Alors, où sont passés les 14 000 milliards des fonds de génération future? Il a dit qu'ils ont été dans ça. Monsieur Perrin. Non, mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai suivi sur Africa 24. Denis Sassou Nguesso disait, c'est pour les générations futures. Donc, on va utiliser ça pour les générations futures. Ça veut dire que c'est un Je peux vous dire, maintenant, ce fonds n'existe pas. Mais comment? Je vais vous poser une question très simple, Monsieur Perrin. Si moi j'ai 1000 francs dans mon compte et je n'ai rien à manger, je me permets d'aller chez le voisin pour aller demander 500. Croirez-vous que j'ai 1000 francs dans mon compte? Mais le Congo, ils ont des notes à gauche, à droite, demandant les financiers.
à nous venir en aide, le Congo-Brazzaville. Est-ce que croyez-vous que nous avons encore les 14 000 milliards? Nous n'avons pas ces 14 000 milliards. Si j'ai 1000 francs dans mon compte, pourquoi irais-je chez un voisin pour lui demander 500 francs et lorsque le voisin ne me donne pas 500, je meurs de faim. Donc, j'ai pas les 1000 francs. Ce 14 000 milliards de générations futures, je peux vous dire, franchement, cet argent n'existe pas. Chez nous, on dilapide tout. Chez nous, c'est le vol, hein. Il n'y a pas un système, il n'y a pas de système de contrôle au Congo-Brazzaville. Parlez-moi d'une administration qui est bien informatisée. En dehors de là, on nous délivre les passeports et les cartes d'identité. En dehors de là, parle-moi encore d'une administration qui est bien informatisée. Au Congo, on contrôle rien. Nous gérons encore comme si c'était l'Antiquité. Au Congo-Brazzaville, on contrôle quoi? Tout se passe, c'est derrière un individu. Tout ce que nous faisons, c'est pour le président. Même lorsqu'une personne vient à la télé, il faut d'abord commencer par le culte de la personnalité. Lorsqu'on fait une petite route, là, voilà, c'est à cause du président de la République. Dès qu'un micro est entre les narines d'un individu, bon voilà, il faut chanter les éloges d'un monsieur. Et pourtant, qui nous amène l'abomination avec des comportements iniques. Mais je peux vous dire que le pays n'avance pas, monsieur Perrin. Où se trouvent les 14 000 milliards? C'est un exemple très simple. Voyez-vous comment les administrations sont gérées au Congo? Au Congo, la conclusion est normale. La corruption, c'est devenu le pain quotidien au Congo-Brazzaville, qui nous montre, qui prouve que, voilà, on avait 14 000 milliards, qui puisse avoir un audit, et qui nous disent, bon voilà, 2 000 milliards ont été dépensés pour ça, parce que, à ce que je sache, tout ce que nous avons au Congo-Brazzaville, ce sont des prêts chinois. Il y a eu des prêts chinois. Il y a eu des prêts de nos Siparaji. Il y a eu des prêts de Total. Alors, avec dans le même temps, lorsqu'on pose la question à Denis Sassou Nguesso, qu'avez-vous fait avec l'argent du pétrole? Il dit, regardez les routes, regardez ce qu'on construit. Et ce sont les aveugles ne voient pas. Et c'est ça. Écoutez, monsieur Perrin, soyons honnêtes. Nous sommes tous là dans les marchés financiers. Nous sommes tous là, on connaît ce qui se passe. Les routes que vous voyez au Congo-Brazzaville ont été construites avec des prêts chinois. Et nous avons gagé ce que nous avons comme matière première pendant plusieurs décennies. Alors, où se trouve l'argent du pays? Mais si vous êtes franc, vous savez que l'argent se trouve dans les îles de Caïmans. Si vous êtes franc, vous savez qu'il y a des comptes personnels en Chine. Mais l'affaire de bien mal acquis, on a découvert combien de comptes. Mais avec quel salaire qu'un président de la République peut avoir tout cet argent? Nous savons un peu la délinquance financière que la famille fait en Europe. Et là, ils viennent plus là, parce qu'on a ouvert les yeux. Mais avant, ils venaient, hein. Et c'était des dépenses à la folie. Dans un pays, là où les élèves s'asseyent encore à la même le sol. Dans un pays, même l'ascenseur, là, manquait dans un hôpital de la place au CHU. Dans un pays, là, on n'a rien. Et regardez comment ils sont en train de gérer la pandémie de Covid au pays. On maltraite la population. Mais mon frère, tout ce que je peux vous dire, que le président de la République, c'est un menteur, un grand menteur. Le président de la République, c'est un menteur. Monsieur Sassou, c'est un menteur. Mais un jour, les Congolais finiront par demander les comptes. Les Congolais poseront certaines questions. Nous, on ne sera pas comme à l'époque de Nzumangele. Ça serait les faits. Ça serait pas une chasse aux sorcières. Mais tu étais directeur dans une entreprise. Bon, voilà, tu as un salaire de 800 000 francs CFA. Comment tu te retrouves avec une maison qui a une valeur de 1 milliard de francs CFA? Où as-tu trouvé l'argent? Mais tu nous donneras la définition de tes comptes. Et si c'est pas le cas, bon, voilà, la justice s'occupera. Alors, monsieur Nzaba, lorsqu'on parle du Congo, c'est aussi la crise, évidemment, vous venez d'emboîter le pas, c'est aussi la crise économique et financière, avec tous ces corollaires. Aujourd'hui, la misère est perceptible. Je ne sais pas si c'est le tableau que le PPC a fait de la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Monsieur Christian Perrin, les investisseurs ont perdu la confiance en notre État. Vous savez, c'est la politique qui fait un pays. Si la politique est mauvaise, je peux vous dire ici, les choses n'avanceront pas. Moi, je suis investisseur. Lorsque je me déplace, je vais à Lesotho ici, ou en Swaziland. Mais avant que je puisse mettre même un rang, je dois comprendre la situation politique. Je dois essayer d'examiner les risques. Mais chez nous, il y a trop de risques. Il n'y a pas de limpidité dans la gestion. Nous vivons que de slogans, hein. Il n'y a pas une réalité. Il y a un grand hiatus entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Au Congo-Brazzaville, c'est des discours. Mais le Congo est sale, monsieur Perrin. Au Congo-Brazzaville, les gens souffrent. Au Congo-Brazzaville, il y a trop de chômeurs. Mais pourquoi il y a le chômage? Mais parce qu'il n'y a pas d'entreprises qui peuvent employer les jeunes. Mais pourquoi ces entreprises ne viennent pas? Mais parce qu'au Congo-Brazzaville, le doing business pense que nous avons une mauvaise façon de faire les affaires.
Chez nous, la corruption est normale. Tu viens avec une petite entreprise, même si tu veux fabriquer quelques boîtes de sardines, on va t'imposer un partenaire qui te donnera un compte aux îles de Caïman. Mais pourquoi pas, même si vous voulez, pouvez recevoir une commission? Pourquoi il ne peut pas recevoir cette commission à Brazzaville? Créer des entreprises, employer les jeunes. Pourquoi voudra-t-il recevoir sa commission dans les îles, là ou dans les paradis fiscaux? Est-ce que vous voyez un peu la mentalité du Congolais? L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et c'est un peu de voir vous-même, monsieur Perrin. Tu es chez toi au Congo-Brazzaville, un Sénégalais ou un Malien peut se permettre de gifler. Et dès que tu veux remettre la gifle, bon voilà, il prend un téléphone, il appelle un général. Et on vient, bon voilà, on te ligote, sans même te poser des questions. Et pourtant, tu avais raison. Mais tu es dans ton pays. Crois-tu que tu peux faire ça à un Français en France? Moi, j'ai vécu à Montréal. Crois-tu que tu peux faire ça à un Canadien? J'habite ici en Afrique du Sud. Crois-tu que tu peux te permettre de gifler un Sud-Africain? Et tu appelles la police? Tes amis qui sont là-bas, qui sont des généraux? Mais écoutez, monsieur Perrin, nous avons dévié là. Il y a trop de soleil sous le front. Ça chauffe là. Oui, monsieur Nzaba, mais pourtant, voilà, vous avez aujourd'hui un discours apparemment radical que je découvre. Pourtant, dans l'entretemps, on nous a fait savoir que le PPC travaillait en collaboration avec le système actuel à Brazzaville, faisant allusion, bien entendu, à un de vos de proches collaborateurs, paix à son âme, Paul-Marie Pouellet, qui se serait rangé finalement du côté du régime. Mais aujourd'hui, on a l'impression de découvrir un autre PPC. Chers frères, lorsque nous avons voulu faire ombrage au projet de la modification de la Constitution, on était serein. Et lorsqu'on a vu que le ballon s'est dégonflé, moi, par contre, j'avais refusé de faire marche arrière. Je peux vous dire ici que tout le monde a été contacté. Pour faire quoi? À l'époque, ils voulaient négocier. À l'époque, ils voulaient, non, voilà, laissant que cette affaire la passe. Et puis, bon, voilà. Il y a des gens qui ont reçu des sacs d'argent qu'on appelle l'Ingiri. Tout le monde a été contacté. Mais le PPC, si un membre de ce parti avait pris un franc parce qu'il n'était plus au PPC, moi, je ne serais pas là en train de dire les noms. Mais j'ai reçu les appels. On proposait là. Et un des membres du parti s'est permis de me dire, bon voilà, l'autre a reçu. L'autre qui exactement? Ça, je peux savoir, non? Je peux pas parler. L'autre a reçu. C'était même 2 sacs. Donc l'autre, j'étais dans la voiture et l'autre, j'ai transporté moi-même. C'est un membre du parti qui me rapporte ça. Et lorsque je lui ai dit, bon voilà, comme c'est le cas, alors on se retire de cette assemblée. Et sur le champ, il y a eu dissension entre certains membres du parti et d'autres sont partis fonder leur parti et d'autres sont restés. Mais tu te poses la question de savoir comment une personne qui n'a jamais travaillé, une personne qui n'a jamais eu un salaire, un bon matin il se réveille, il achète des voitures, il achète des maisons, il voyage, il fait ceci, il fait cela, il prend une deuxième femme, une troisième femme, mais il n'a jamais travaillé. On ne les connaît pas au trésor. Il n'a jamais eu un bulletin de paye. Mais mon frère, le PPC n'a jamais changé de discours. Si c'est nous qui avons introduit le MRD, si c'est moi qui ai dit, bon voilà, ça c'est le mandat, va voir les autres, va parler avec les frères, mettez-vous ensemble, on doit faire ombrage, on ne doit pas changer la Constitution. Tenez, 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 mais comme mes miettes ressemblaient à des fruits, et voilà sous le champ, on leur donne un arbre rempli de fruits, celui qui a amené un panier de pommes n'avait plus la valeur que celui qui avait un champ de pommes. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, monsieur Perrin. Mais on n'a jamais changé de discours. On a toujours voulu que la démocratie soit restaurée au Congo-Brazzaville. On a toujours voulu que les choses avancent au Congo-Brazzaville. On s'est dit, bon voilà, on n'est pas comme eux. Lorsqu'on vient aux affaires, on remet le baromètre à 0. On fait la réforme de tous les systèmes. Et après, on industrialise le pays. Ça a toujours été le même discours. Je suis resté constant. Pour moi, c'est comme une tâche indélébile. Et cette tâche, en tout cas, je préfère ne pas l'essuyer. Alors, monsieur Nzaba, maintenant que vous avez, vous vous êtes désisté, qu'allez-vous faire? Soutenir les candidats de l'opposition qui iront à l'élection ou carrément... Jamais. La même musique, vous allez vous rendre compte que lorsque le vrai candidat se retire d'une élection au Congo-Brazzaville, ce sont toujours les mêmes candidats qui se présentent après. Et lorsque les vrais candidats, je parle de Moukoko, lorsqu'il est candidat, lorsque Moukoko était candidat, parce que Moukoko, il était prêt à se convertir. Je parle qu'il était prêt à se convertir parce que Moukoko, il a supporté un système pendant plusieurs décennies. Il était chef d'état-major
Il était conseiller spécial en Centrafrique. Moukoko avait reçu de l'argent pour faire un coup d'État contre les Souba. Moukoko était parmi les gens qui avaient mis des bâtons dans le roue au feu Milongo, paix à son âme. Mais Moukoko arrivait à un temps, là où la vérité a plané sur ses sourcils, il s'est dit, bon voilà, je dois me convertir. Et lorsqu'ils ont vu que Moukoko se convertissait, là, il s'est retrouvé en prison. Lorsque tu fais un vrai poids, tu iras en prison au Congo-Brazzaville. Et voilà. Vous n'avez pas craint cela. Vous n'avez pas craint cela en vous projetant dans une candidature. La politique c'est comme de la sorcellerie. C'est ça la politique. Le sorcier se dit, bon voilà, je suis sorcier, l'autre sorcier. Je sais comment il opère. Je sais ce qu'il fait. Si je peux me mettre dans ce coin, parfois il me verra pas lorsqu'il passera dans son petit avion. C'est ça la politique. Mais lorsqu'on vient en politique, on accepte la mort. Lorsqu'on vient en politique, on accepte qu'un jour on peut être arrêté. Lorsqu'on vient en politique, on sait qu'un jour on peut être empoisonné. Lorsqu'on vient en politique, on sait qu'un jour on peut nous faire le mal. Lorsqu'on vient en politique, on sait qu'un jour on peut tuer nos parents. Nous savons ces choses. Mais vous croyez que Nzaba a peur de la mort? Vous croyez que Nzaba a peur de subir, d'être en face du jury? Vous croyez que Nzaba a peur que non, voilà, ils vont m'empoisonner? Le problème le plus capital, le plus important, c'est ce sens patriotique pour que les choses changent. C'est pour l'avenir, là. Monsieur Perrin, on est là pour 70 ans ou 80. On n'est pas là pour l'éternité. Ces hommes la passeront, le Congo sera toujours là. Et on se pose la question de savoir, bon, pourquoi on peut pas faire le bien pour les générations futures. Voilà pourquoi on se sacrifie. Voilà pourquoi on prend notre argent en main. Voilà pourquoi on expose notre nom. Voilà pourquoi d'autres pays, tu dis, bon, voilà, ce sont les amis, donc même si tu es en transit, tu ne peux pas passer. Voilà pourquoi nous vivons avec de la sécurité, parce que nous avons pris ce risque de dénoncer un système maléfique. Nous avons pris ce risque de dénoncer un monsieur qui veut seulement être président, comme si le Congo lui avait été donné en cadeau. Et ici, dès que tu te poses à lui, c'est les épées qui s'élèvent. Dès que tu parles contre lui, tu te retrouves en prison. Est-ce que tu pouvais croire qu'un jour, l'inspecteur des armées ou de l'armée pouvait se retrouver en prison? Mais lui, c'était un fidèle, non? Général Dabira. C'était un fidèle. C'était un grand fidèle. Mais ils se sont rendus compte que non, cette voiture-là, là où nous sommes là, et on s'est dirigé droit sur une colline. Vous savez, Ceausescu se croyait pour un dieu. C'était le même système, hein, Ceausescu. Il avait des oreilles partout. Dans chaque ruelle, il y avait quelqu'un qui représentait le parti. Et dès que tu sortais avec des assiettes, tu cassais dans la rue, 2 minutes après, on frappait à ta porte. Mais un jour, le soleil avait cessé de brûler à Bucarest. Ce qui mangeait avec Ceausescu, qui lui avait transformé en Dieu, en petit Dieu, l'ont abattu, hein, comme un animal avec sa femme. C'était même un 25 décembre. Vous savez que le président sache que ce qui l'entoure là, l'embrouille, hein. L'autre là est mort à Rabat ici, au Maroc. Lorsqu'on l'enterrait là au cimetière chrétien. Mais où sont passés tout ce monde-là qui chantait Mobutu, 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 c'est où sont passés ces gens? Mais ils sont en voyage, probablement qu'ils rentreront un jour à Kin. Alors, Monsieur Nzaba, à un moment donné, vous avez été accusé quelquefois de tentative de préparation de coup d'État. C'était quoi l'histoire? On se préparait à une élection. Je peux vous dire, parce que je vous trouve crédible. Mais comme vous savez que la politique a 2 façades, il y a ce que vous voyez, vous, et il y a un travail de fond qui se fait. Et ce travail de fond, voilà pourquoi il y a eu des temps que Nzaba pouvait arriver à Brazzaville, faire le bruit. Il sait que si on veut toucher ici, là-bas aussi, on va toucher. C'était pas un coup d'État. Je n'avais pas ces moyens-là pour faire le coup d'État. La guerre est très chère. Monsieur Sassou a fait la guerre à l'Issouba. Mais c'était Total, non? C'était Elf à l'époque. C'était l'armée angolaise à l'époque. C'était les Gabonais qui envoyaient les armes chez nous. C'était les Rwandais, c'était les Tchadiens. Parce que la guerre est chère. Moi, je n'ai pas cet argent pour faire la guerre. Et je n'ai pas au besoin. On est parti voir Madame Zuma à l'époque. Elle était présidente de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Et elle nous a présenté quelqu'un qui pouvait nous aider à lever les fonds. Donc, j'ai pris certains individus, je suis parti avec eux, là où s'est trouvé dans son village, au KwaZulu-Natal. Donc, la province, là où les Zoulous sont installés. Précisément à Fried, je fais ce voyage avec des compatriotes, d'autres sont en France, je peux vous dire. Mais ils étaient présents aux discussions. C'est vrai,
On m'avait garanti un peu d'argent. C'est vrai, on m'avait donné. Je ne peux pas refuser. Ça serait malhonnête pour essayer de structurer le parti. Mais eux, ils avaient acheté la vision. Monsieur Perrin, les gens ne viendront pas vous supporter parce qu'ils vous aiment, vous, Monsieur Perrin. Les gens viendront à cause de la vision. C'est votre vision qui ferait que les gens vous suivent. Mais Moukoko, avec cette onction populaire qu'il a au Congo, mais c'est à cause de la vision. Il parle de la restauration de la démocratie. Il parle de la paix. Il parle d'une société libre, là où les journalistes comme M. Perrin peut faire son travail librement, sans subir le cas de Ellie Smith, là où un journaliste peut écrire normalement, sans être incarcéré comme M. Ngombe. Moukoko prêchait des choses comme ça. Voilà pourquoi cette croyance populaire. Donc moi, je n'ai jamais voulu faire un coup d'État. Je suis parti voir un contact parce que je voulais les fonds pour travailler ou d'amener, de conduire mes activités politiques. Donc, ce qui s'est passé après, lorsque certaines personnes ont pris de l'argent, comme peut-être ne comprenaient pas l'anglais à la Réunion, ils sont partis à la DGST et ils sont partis changer. Mais comment une personne veut que vous puissiez faire le coup d'État, on vous donne l'argent, on dit que ça c'est pour faire les activités. Mais vous pouvez vous dire non, moi je sais que partout là où les gens veulent faire le coup d'État, on vous donne des armes. On vous donne, voilà, bon, ça ce sont les armes, c'est là-bas qu'on va amener les armes, voilà. Mais nous, on ne nous avait pas donné les armes. J'avais reçu l'argent, pas les armes. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'on veut que moi, les gens pensent que moi je voulais faire un coup d'État, lorsqu'on ne me donne pas les armes, on me donne l'argent. Y a-t-il cela? Donc, je n'ai jamais voulu faire un coup d'État. C'est le mensonge. Et probablement, on va faire un petit trait d'union avec cet homme d'affaires que nous avons sur notre plateau. Vous parlez d'une activité politique qui a généré un peu d'argent, qui vous a donné un peu d'argent. Alors, parlez-nous un peu de vous en tant que chef d'entreprise. Ça part d'où et comment on arrive à ce niveau? Je suis président directeur général d'une entreprise qui s'appelle PCA. C'est une société d'investissement. Nous avons investi dans la construction, donc c'est nous appeler le bâtiment. Nous avons investi dans l'électronique depuis les années 2000. Monsieur Zaba, je suis tenté de vous arrêter un peu. Lorsque vous dites que vous avez investi, c'est avec quel argent? C'est cet argent que vous avez reçu? Non. Nous sommes dans un pays là où tous les systèmes marchent correctement. Il y a des fonds. Par exemple, le PCA est un fonds, là où les investisseurs viennent mettre l'argent. Ils croient en nous. Ils viennent, ils mettent de l'argent. Mais ce qu'on avait reçu, ne peut même pas construire un bâtiment de 3 étages, là. Que ferez-vous avec 522 000 $? Lorsqu'on vous parle du PCA qui a des projets de 4 milliards de rand. PCA, Afrique du Sud, a un projet maintenant. Je vous enverrai le lien. 4 milliards de rand. Le rand est à 65 maintenant. Faites les maths. Donc, il y a des fonds. Et les investisseurs, ils viennent y mettre l'argent. Nous avons un système bancaire qui travaille normalement ici. Lorsque vous avez un projet, si c'est un bon projet, la banque vous donnera les sous pour procéder juste alors que vous serez payé. Nous avons investi dans l'électronique. Depuis 2001, j'avais une marque qui s'appelait Itel et j'avais convaincu quelques sociétés chinoises comme Dilax de venir en Afrique du Sud, Logitech pour venir en Afrique du Sud, Sansu, une marque de télévision, de venir en Afrique du Sud. Et j'avais ma propre marque, Eco, qui était une marque très populaire entre 1999 et 2002. Une marque très populaire. Et voilà. Et nous avons aussi une société qui fait le commerce, le trading. Donc, en total, nous avons 5 sociétés. Nous avons aussi une société qui est dans le vin. Donc, nous fabriquons en partenariat avec certaines personnes à Stellenbosch. Alors, de cette expérience, lorsque je lis tout ce que vous êtes en train de dire, je note plutôt une expérience, mais vraiment dans le monde des affaires, une expérience assez cousue. Vous avez probablement cette analyse, cette force, cette possibilité de faire les grandes analyses économiques. Lorsque vous regardez le Congo à l'état actuel, avec tous ces mots, qu'est-ce qu'il vous inspire, selon vous? D'où est parti le problème? Est-ce réellement, comme on le dit,
par la chute du pétrole, ou le problème est ailleurs? Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Vous croyez que la chute du pétrole a seulement eu de conséquences au Congo-Brazzaville? Et les En pays partie, du vous Golfe, pouvez dire en partie, oui. mais les pays du Golfe, ils sont subproducteurs du pétrole, du gaz, hein? Mais tous les jours à Doha, il y a un changement, il y a une mutation. Je pars au Qatar. Je suis conseiller au fonds qatari. Vous pouvez vérifier en ligne. Ici, en Afrique du Sud, on ne produit pas. Hein? Nous achetons le pétrole. Nous. On ne produit pas le pétrole ici. La plus grande richesse d'un pays, ce sont les armes. Le Congo-Brazzaville a un problème de leadership. La qualité des armes. Si tu plantes les tomates derrière ta maison, et souvent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas ceci, voilà, les fruits meurent. Tu changes de stratégie. Au Congo, il n'y a pas des hommes avec des stratégies. Au Congo-Brazzaville, nous avons des gens qui viennent parce que, voilà, au Congo-Brazzaville, il faut savoir s'exprimer. N'importe quel voyou qui peut avaler un dictionnaire peut venir nous envoyer à Brazzaville. Mais comment on peut se retrouver que lorsqu'il pleut à Brazzaville, nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine? Et pourtant, il y a des soi-disant les hommes intelligents, les ingénieurs. Comment on peut se retrouver avec cette situation? Là où même un hôpital, on ne peut pas gérer, on doit aller faire appel à un Canadien. Mais, monsieur Perrin, le plus gros, comment on dit, la plus grande chose que nous pouvons faire, c'est investir aux hommes. La formation. La formation la formation. Des jeunes. Pas seulement des jeunes. Des gens qui sont capables d'opérer. Warren Buffett, à 80 et quelques ans. Quel âge a-t-il Bill Gates? Il y a des vieux aussi. Oui, on apprend tous les jours, ça c'est vrai. Mais, et donc, frère, dans un pays, là où tout tourne autour de la politique, tout le monde veut devenir politicien pour se faire une petite santé financière. Même celui qui est chef d'entreprise, sans vision. Parce que lorsqu'on vient en politique, on vient avec un projet de société. Lorsqu'on vient en politique, on vient avec les idées. Lorsqu'on vient en politique, parce qu'on a vu qu'il y avait un problème et nous voulons apporter des solutions. Mais chez nous, il y a des gens, seulement par leur façon de faire, vous verrez qu'ils sont venus en politique parce que ils se disent que c'est là-bas où les gens voient clair. Qu'est-ce qu'ils font? Des forages. Qu'est-ce qu'ils font? Donner de la nourriture. Mais apprenez à pêcher là. Ne donnez pas de poisson aux gens. Apprenez les gens à pêcher. Les jeunes traînent là dans les rues de Brazzaville. Où se trouve la formation des jeunes? Il n'y a pas une stratégie cohérente lorsqu'il s'agirait de la jeunesse au Congo-Brazzaville. Et donc, vous pensez que le problème, il est parti de là? Le problème, nous avons un problème de leadership. C'est un problème de leadership. Nous avons un président qui n'a pas des idées. Nous avons un président qui pense que voilà, la politique, c'est être chef, entouré par les gens qui chantent les éloges. Nous avons un président qui pense que voilà, c'est mon frère, même s'il ne sait lire ni écrire, DG. Le népotisme, c'est une chose normale au Congo-Brazzaville. Et nos musiciens là, ils chantent, ils chantent les éloges de ces voleurs. Mais ils savent très bien qu'un ministre ne gagne pas aussi tant pour vivre la vie qu'ils sont en train de mener là au Congo-Brazzaville. Combien est le salaire d'un ministre? Je crois qu'avec leur salaire, ils pouvaient être capables de s'acheter tout ce qui s'achète là. Le DG d'une société, il devient DG 6 mois après, il a 5, 6, 7 maisons. Mais il gagne combien? Non. Et donc, si j'ai bien compris, les mots ont pour cause la corruption, la malgouvernance en sorte. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Le Congo est très mal gouverné. Mon frère, si toi tu es mon cadet, admettant, je suis ministre, je te nomme DG, tu détournes. Et dès que je te mets en prison, la maman vient frapper ma porte ou dire pourquoi tu as mis ton frère en prison. Et lorsqu'on regarde au Congo-Brazzaville, tu peux bien constater que le népotisme est normal. C'est les mêmes noms. Ministre de grands travaux, même nom. Directeur du port, même nom. Directeur d'une banque, même nom. Tu vas te rendre compte que voilà, mon oncle est ministre. Et c'est maintenant le cousin qui a une société qui opère dans le même champ que l'oncle est ministre. Le ministre des Mines, bon voilà, ce sont ses cousins qui sont dans les marchés des mines maintenant. Ceux qui vendent maintenant le diamant. C'est ça. Que faut-il faire? Alors, que faut-il faire pour changer? Le système Sassou. Nous avons un problème. Le problème du Congo s'appelle le système Sassou. Ce système mafieux qui nous a amené tous ces voyous. Pouvez-vous me dire que lorsqu'une personne vole, il sait très bien qu'il vole et il s'est fait acclamer par la population. Croyez-vous qu'il est en train de donner un bon message à la population? Mais le message qu'il donne est que, jeune, si tu veux devenir comme moi, viens aussi voler. Jeune, si tu veux devenir comme moi, va chanter les éloges de Sassou et tu seras ministre.
Voilà pourquoi lorsque nos ministres là ouvrent leur bouche pour parler à la télé, c'est comme s'ils sont venus faire parler Sassou comme s'ils ressemblaient à un Jésus. Et monsieur Perrin, c'est jusqu'à quand là? C'est ce problème-là. Le système Sassou, c'est notre problème. C'est notre problème. Ce système. Et donc, corruption, népotisme, mensonge, manipulation, tout ce que vous connaissez comme mot d'une dictature, mais nous le vivons avec le système Sassou. Il y a des gens qui proclament même que c'est leur pays. Comme si d'autres qui vivent dans ce pays-là sont des étrangers, avec des comportements néfastes vis-à-vis de la population. Ils préfèrent respecter les Libanais, qui respecter, comme si maintenant nous sommes dans l'apartheid. Il y a une caste qui contrôle tout, qui impose tout à tout le monde, comme si nous n'appartenons pas à un pays. C'est un groupe de caciques. Et ça tourne que là. Donc, toutes les entreprises, c'est pour eux. Toutes les sous-traitances, c'est pour eux. Tout ce qui est commerce, c'est pour eux. Hôtel, c'est pour eux. Même les petits commerces, là, des bus, là, c'est pour eux. Et alors, les gens ce sont les citoyens du Nord et les citoyens du Sud du Congo. Ce ne sont pas seulement les sudistes. Nous avons affaire à un système et cette caste. C'est ça notre problème. Et comme le système, vous avez dit, le problème du Congo, c'est le système Sassou Nguesso. Vous vous êtes désisté, alors que vous pouviez naturellement constituer une solution au problème que nous vivons aujourd'hui. Vous vous êtes désisté. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution au problème du Congo, puisque vous avez déjà identifié le problème du Congo, c'est le système Sassou. Quelle solution, finalement? Mon frère, il y a plusieurs solutions. Je vous dis bien qu'il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord une solution spirituelle. Vous voyez le temps là, c'est le plus grand juge. Et cette solution-là, elle avance très vite déjà. Lorsqu'il y a l'iniquité, lorsqu'il y a le mensonge, lorsqu'il y a le péché, un jour, un vent viendra pour tout balayer. Mais nous, on n'a pas baissé les bras. On travaille là. On n'a pas baissé le bras. Nous parlons avec certaines personnes. Vous croyez que la majorité des barrières qui se sont fermées contre ce pouvoir, vous croyez que non, voilà, c'est le monde qui tourne contre ce pouvoir? Mais c'est des hommes, non? Qui font certaines choses et on ferme des barrières. Un jour, le peuple comprendra, comme le peuple avait compris en 2016, en 2015. Un jour, le peuple se dira que nous ne voulons plus du tsar, comme en Russie. Un jour, le peuple se dira que cette fois-ci, on accepte la mort. Lorsque le peuple a faim, lorsque le peuple voit qu'il n'y a pas d'évolution, lorsque le peuple pense qu'il n'y a pas l'émergence, croyez-vous que le peuple restera tranquille? Mais lorsqu'on est au pouvoir, mon frère Perrin, il est mieux de faire le bien. Moi, j'ai vu Kadhafi ici à l'hôtel Michelangelo, à l'inauguration. Le chef architecte, mon ami personnel, j'étais assis à 4 mètres de Kadhafi. Je pouvais respirer le pouvoir. Je pouvais respirer la puissance. Nous sommes partis voir certains hommes d'État. Mais Sassou Nguesso, rien. C'est son groupe là qui pense que c'est un empereur. Mais le temps arrivera, là où les choses changeront. Alors nous sommes pratiquement à la fin, et une peut-être dernière question, parce qu'évidemment elle tient lieu de l'actualité politique, puisque l'élection présidentielle est finalement actée. C'est pour le 21 mars 2021. Vous êtes désisté, il y en a d'autres qui iront, mais ce que l'on constate, c'est qu'il y a une obstination de ce régime au pouvoir à vouloir organiser des choses, mais vraiment à sa guise. Vous l'avez d'ailleurs dit d'entrée de jeu, vous êtes même allé à la concertation de Madimou, vous avez fait des propositions, tout ça, ça a été balayé, rien n'a été pris en compte. Aujourd'hui, on impose une commission électorale où tout le monde sait qu'elle est vraiment partiale, et puis il y a les gens parlent même du conflit d'intérêts, puisque le président de cette commission est en même temps le président de la Cour suprême. Bref, qu'est-ce que cela vous inspire, cette obstination-là? Vous savez, qu'est-ce qui arrive souvent à un mauvais chauffeur? Il fait souvent des accidents. Lorsque le chauffeur est mauvais, là, il fait des accidents. Nous connaissons depuis belle lurette que M. Sassou Nguesso veut seulement se pérenniser au pouvoir. Voilà pourquoi il a changé la Constitution. Voilà pourquoi nous avons ces farces-là des élections. Voilà pourquoi il s'entête d'aller encore à cette élection en mars 2021. Mais
Il oublie la crise multidimensionnelle. Il oublie le chaos qu'il est en train de formater. Je peux vous dire ici que cette fois-ci, M. Sassou Nguesso est en train de commettre une grave erreur. Très grave. Vous et moi, nous serons témoins. Si moi j'étais ce président, je laissais. Il faut des nouvelles aspirations. Il faut une nouvelle intelligence. Il faut une nouvelle force. Tu essaies de réparer une voiture depuis 1979. Tu n'as pas pris. Tu n'as pas pu. En 92, tu perds les élections. Tu reviens encore par force. En 97, cherche à réparer la même voiture. C'est vrai. Tu as l'expérience du moteur. C'est vrai, tu connais parfois certaines pièces à changer, mais tu n'arrives pas pour toi. Il faut chercher un homme capable. Ce président n'est pas capable. Mais pourquoi chercher à se pérenniser au pouvoir? Parce qu'il s'est dit, bon voilà, le jour qu'il quittera le pouvoir, c'est la fin du non-Sassou. Et ça me fait penser, c'est ce que les gens disent. C'est la fin du non-Sassou. Et il s'est dit, bon voilà, je préfère mourir au pouvoir. Parce qu'il sait les péchés, les sacs de péchés qu'il transporte, le mal qu'il a fait à ce peuple. Ce peuple n'est pas naïf, hein. Qu'il fasse attention. Le Congolais n'est pas dupe, le Congolais n'est pas bête. Mon frère, il est en train de faire une grande bêtise. Moi, je pense que le président de la République, si c'était un homme sage, il devait demander notre pardon, chercher notre pardon. Le Congolais n'est pas mauvais. Le Congolais est bon. Mais il faut lui parler. Tu crois que si ce président peut aller aujourd'hui à la télé, il nous demande pardon? Mais on va l'honorer. Il se retire de cette campagne. On va l'honorer. Il sortira par la grande porte. Comme il a toujours voulu être le père de la nation. On lui donnera même ce titre. Mais comme c'est un homme qui a des pensées limitées, qui est en train de voir les caciques en train de l'entêter, mais ceux-là, ils sont là pour le beefsteak. Le jour que les épées ou des flèches seront sur son torse, ceux-là ne seront pas là. Ce seraient les mouches qui seront là en train de se palpiter. Merci, Monsieur Roger Nzaba, d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, le temps nous impose d'arrêter l'émission à ce niveau, à moins qu'il y ait un bref message, un tout petit mot de la fin, en quelques secondes, bien entendu, et sinon, on clôture notre émission. Je vous remercie énormément, Monsieur Perrin. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation et notre plateau restera libre. Vous reviendrez quand vous le souhaiterez. Vous serez le bienvenu. À vous, chers téléspectateurs qui nous avez encore consacré votre temps, nous vous disons une fois de plus merci, mais surtout un grand merci d'avoir été fidèles à votre émission Droit de savoir. On se retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle.